Ouais, c'est pas mal, la lumière elle est bien. C'est pas mal leur éclairage. Oh. Tu vas avoir droit au micro. Approche. C'est bien équipé quoi. Toi ça va? Ouais, ça va. En fait, merci pour le clin d'œil. En fait, Lillaflika, on dirait plutôt, enfin, il y a une petite déformation, mais ça veut dire petite fille en fait. Ça vient du suédois. Donc Lillaflika, c'est un peu, voilà, aux antipodes de ce que je suis. Donc je suis 1m84 et je suis quand même assez bien imposante. Donc voilà, Binta Sania Lillaflika, c'est Binta, la petite fille. Et sachant que Binta en arabe, ça veut dire Bint, la fille, donc j'ai un peu joué sur ce jeu de mots. Voilà. Oui, parce que avant d'avoir commencé mon agence de communication, j'ai eu une expérience en entreprise. Donc on se retrouve forcément dans des plateformes qui sont assez bien connues, qui sont liées au milieu professionnel. Donc ça, souvent, on retrouve mon nom dans ce type de plateforme-là. Et puis probablement dans un site bien connu où on publie des vidéos de production personnelle ou des interventions que j'ai pu faire à ce moment-là. Alors j'essaie de m'astreindre à communiquer régulièrement, en tout cas maintenant sur mon propre support. Pas sur le site internet parce que j'ai une stratégie différente. J'ai commencé d'abord par les réseaux sociaux et le reste suivra parce que c'est là où on peut toucher le plus de monde virtuellement. Donc oui, j'essaie de m'astreindre à publier une information au moins quotidiennement. Une ou deux ou trois, ça dépend des jours. Épinay-sur-Seine, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Actuellement à Bruxelles. De temps en temps, de passage à Paris, mais principalement à Bruxelles. Ça commence peu à peu. Le fait de dire que j'en vis, ce n'est pas en soi une volonté d'en faire une activité pécuniaire. J'ai vraiment une vision à long terme et les quelques milliers d'euros ne suffisent pas forcément à en vivre de façon autonome pour le moment. Voilà, mais des productions qui se font de façon annuelle pourraient permettre de m'autofinancer à l'année. Donc je dirais que progressivement, j'arrive à en créer une économie et j'arrive à créer une sorte de business model qui va me permettre d'en vivre dans le futur. Donc c'est ce à quoi je m'attache à travailler fortement en ce moment. Sur mon objectif de 100%, j'en suis, je dirais, à 35 voire 40%. Et mon objectif, donc à 100%, ce serait d'en vivre de façon autonome et de façon très régulière. Et surtout de pouvoir embaucher des personnes sur ce projet. Je ne peux le faire actuellement que de façon ponctuelle par projet, mais je voudrais le pérenniser, de le faire de façon fixe, quotidiennement et mensuellement. Alors la sénégaloise, c'est une jeune femme française. Enfin, je parle de moi à la troisième personne, c'est pas trop normal. Ouais, c'est le moment où jamais. Allez. Donc c'est une jeune femme française d'origine sénégalaise. Donc c'est cette double culture que je porte en moi étant née en France avec les codes culturels français mais aussi avec des codes culturels africains et de plus en plus je m'approprie mon identité africaine mais je ne me dénature pas de ce que je suis réellement puisque je suis née française et je me sens comme une citoyenne française et de surcroît européenne. Le téléphone. Alors ça m'a valu des grosses factures téléphoniques, certains sauront pourquoi. Oui, donc maintenant il y a des nouveaux outils donc, par VoIP qui nous permettent de communiquer facilement. Donc je vais de plus en plus être disponible sur Skype et sur Viber. J'avais peur de le faire parce que de peur d'être submergée par des contacts. Beaucoup de personnes essaient de rentrer volontairement en contact avec moi. Donc j'ai mis pendant un certain temps, c'est un peu, on va dire, c'est rigolo puisque finalement je suis dans la communication, mais j'essaie de gérer cette communication. Sinon je ne pourrais pas
on va dire, je ne pourrais pas satisfaire à toutes les demandes, je ne pourrais pas répondre en temps réel, mais maintenant je me sens prête à pouvoir apporter une réponse personnalisée à toutes les personnes qui me contactent pour quelconque projet, pour un support de communication, pour un partenariat ou autre. Maintenant je me sens, on va dire, matériellement prête aussi à assumer tout ça. Donc oui, le téléphone, les réseaux sociaux, les gens me contactent pas tant par les réseaux sociaux, ils veulent plus un contact personnalisé, donc par téléphone et par email, parce que selon moi l'email reste encore un moyen de communication très important qui est négligé à mon goût, mais les gens ne sont pas constamment sur les réseaux sociaux, mais consultent au moins leur email une fois tous les jours. Et il y a selon les tranches d'âge et les catégories, bon, voilà, les gens en plus se sentent plus importants quand ils reçoivent un email avec un petit message personnalisé plutôt qu'un simple message sur les réseaux sociaux. Oui, donc comme je l'expliquais, mes collaborateurs sont principalement mes partenaires. Alors je tisse des partenariats avec des institutions ou des associations locales en Belgique ou en France, de telle sorte que quand j'ai des projets, mes partenaires deviennent aussi mes coworkers. Donc on puisse travailler ensemble sur des projets. Donc j'essaie de fédérer et de mutualiser. Donc je ne vais pas créer de nouvelles choses, mais je travaille avec l'existant. Il y a des structures qui ont déjà fait leur travail et je suis persuadée qu'en mutualisant nos énergies, on a la possibilité de travailler tous ensemble et ça peut profiter à tout le monde. Pourquoi je vis en Belgique? Alors ça c'est une bonne question, c'est par question personnelle. Voilà, donc par amour, on va dire, j'ai été amenée à vivre dans différents pays, mais aussi professionnellement aussi, j'ai eu des opportunités qui étaient beaucoup plus intéressantes pour moi en me développant dans des entreprises à taille humaine, c'est-à-dire des entreprises de type familial, où il y a des valeurs morales, des valeurs éthiques très importantes. Et alors souvent, j'ai travaillé dans des petites entreprises de moins de 50 employés, mais qui généraient un gros chiffre d'affaires. Donc la dimension humaine dans le travail était très importante. Donc j'espère, en tout cas dans l'avenir, je voudrais continuer à garder cette dimension humaine et familiale dans l'entreprise pour pourquoi pas générer un revenu important dans le futur. Plus, ça s'arrête jamais. Là on travaille, enfin je sais pas, je peux pas dire si on travaille actuellement, mais oui, ça s'arrête jamais puisqu'on est en permanence connecté. Et je dirais qu'une personne qui est entrepreneur ne sent pas le travail comme une personne qui travaille 35 heures, puisque c'est de façon permanente. Quand on a des coups de téléphone, quand on rappelle des gens, quand on est en contact avec des gens, en fait, de par nos idées, nos réunions, nos petits cafés, se créent des projets. Donc en fait, c'est perpétuel, il n'y a que quand on dort qu'on ne travaille pas, je dirais. Alors, le clip vidéo, je dirais que c'était au mois de mars dernier. Donc, cet artiste, Pharrell Williams, aux États-Unis, a créé ce clip Happy. Donc, on était dans un groupe, une initiative de Marie de Condé. Donc, on s'est dit, bah, alors on va faire le Happy en Belgique, Made in Belgium. Donc, on a produit ce clip en finançant un petit groupe de personnes à financer ce groupe. Ce clip, et donc il a atteint plus de 100 000 vues en espace de quelques semaines. Donc pas partagé, c'est les gens qui eux ont partagé le clip qu'on a produit. Donc c'était au mois de mars dernier et puis c'était très sympa comme expérience. Donc c'était le Happy We Are From Belgium. Et ben je vais être un peu égoïste, en fait les livres je ne les offre pas. En général, quand je prends un bouquin, je le lis pour moi et je le garde pour moi ou je peux le prêter. Mais j'offre très rarement des livres parce que les livres, c'est quelque chose de... Oui, c'est assez personnel et j'aurais du mal à offrir un livre à quelqu'un sans connaître réellement ses goûts d'un point de vue littéraire. Les livres, en général, j'offre pas. Sage, perruque ou naturel? Les trois à la fois.
Alors oui, alors pour toute la question nappy, cheveux naturels, etc., je dirais que c'est voilà, c'est des points de vue voilà, qui touchent à chacun et je ne porte pas de jugement. Je ne suis pas pro-naturel ou brésilienne, etc. L'essentiel, c'est que la personne se sente vraiment bien dans sa peau et qu'elle puisse trouver voilà, l'attrait, le petit truc qui la rend belle, où elle se sent bien. Donc je suis pas du tout, j'ai pas vraiment de jugement, je ne juge pas ceux qui portent du naturel ou pas du naturel. Voilà, j'estime que c'est pas ce qu'on porte qui définit ce qu'on est. Il y a encore tellement d'attributs qu'on peut mettre en valeur, tout ça c'est juste des accessoires. Jamais. Alors ça s'est déjà produit de façon indirecte et alors on m'a posé la question dernièrement, autant pour tout ce qui est les extensions, voilà, tout ce qui est extension, rajout, tissage, etc. J'ai pas de problème. Je peux même collaborer sur des projets concernant ces thématiques, mais dans la mesure où ça n'est pas incorporé au corps, dans la mesure où ça n'est pas, que ça ne rentre pas dans les composantes de la peau ou dans les composantes du sang. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais alors les produits blanchissants, éclaircissants, qui sont très dangereux pour la santé et qui provoquent du cancer et qui sont un fléau en Europe et en Afrique, donc ça, je suis totalement contre. Et je peux vous dire maintenant, aujourd'hui et dans 10 ans, 20 ans, je ne changerai pas d'avis à ce sujet. Je dirais principalement, c'est une bonne question. Je ciblerai les deux. D'abord en ciblant les femmes, en leur expliquant que vous, femmes, vous n'êtes pas les objets des hommes. Donc c'est-à-dire que vous ne devez pas vous conformer à certains critères de beauté imposés par les hommes. Vous êtes belle avec votre couleur, votre atout, et ce n'est pas la clarté de votre peau qui va vous rendre plus belle ou qui va vous permettre d'accéder à un rang social. Maintenant, pour les hommes, je ciblerai la campagne différemment en disant que vous ne condamnez pas. Les hommes devraient prendre beaucoup plus position par rapport à ces questions et dire non, non aux produits éclaircissants, non aux produits blanchissants. On aime les femmes, toutes les femmes, quelle que soit la couleur de peau. Donc je voudrais de la part des hommes beaucoup plus d'engagement. Alors pour moi, le cinéma africain doit être le cinéma fait par les Africains eux-mêmes, qui sont les mieux à même de parler des réalités du continent et de ce qu'ils vivent au quotidien, que nous parfois, bien souvent, on est des touristes. Donc par les Africains eux-mêmes, pour les Africains et sur le continent, en vue de l'exportation. Je trouve que c'est la meilleure des choses et c'est notamment le succès de l'industrie cinématographique au Nigeria, c'est que les Nigérians ont su prendre en main leur propre cinéma, leur propre code, et ils ont su nous véhiculer ces choses à travers leur vision. Et c'est ce que j'aime le plus. Alors, ma volonté la plus grande, c'est que les diasporas ne forment plus qu'une seule diaspora. En ce moment, on est vraiment dans cette politique où chacun a besoin d'affirmer sa propre identité en étant Peul, en étant sénégalais, en étant malien. Mais l'idée dans le futur, c'est d'avoir une vision commune, quel que soit le pays d'origine, une vision qui soit panafricaine pour l'émergence de l'Afrique et des populations africaines qui vivent à l'extérieur, et pour l'émergence de l'Afrique pour ceux qui sont sur le continent. Et je reste persuadée que nous, acteurs de la diaspora, nous pouvons contribuer à ce changement. On ne va pas s'ériger comme étant des personnes qui apportent la solution, mais de par notre bagage intellectuel et notre bagage en Europe, on a cette double vision où je pense qu'on a énormément à apprendre de ceux qui sont en Afrique sur le terrain, parce qu'on est aussi, faut pas se mentir, on est aussi perdu d'un point de vue culturel de par nos racines profondes. Et de notre côté, on peut apporter une expérience, un savoir-faire, de nouvelles technologies, de nouveaux modes de communication, de rencontres. Donc il va falloir de plus en plus créer cette synergie entre les personnes qui sont sur le continent et la diaspora qui est à l'extérieur. Et c'est ce qui marche le plus en plus avec la sénégaloise, parce que je suis de plus en plus connectée avec des personnes qui sont sur le continent, qui me contactent et qui veulent créer des ponts de collaboration.
Ce que j'aime le plus au Sénégal, c'est l'accueil, l'hospitalité, la simplicité des gens à, on va dire, à apprécier la vie, à aimer la vie par des valeurs que nous perdons au quotidien. C'est-à-dire le sens de l'accueil, du partage et la famille. Et c'est des choses qu'on perd peu à peu parce qu'on est toujours dans notre coin, où on voit la famille très occasionnellement, on est submergé par nos activités, alors que le socle familial devrait nous aider à avancer, devrait nous aider à aller au bout de nos projets. Mais bon, il y a toujours nos parents ne comprennent pas toujours ce qu'on fait. Ici en Europe, quand on a nos idées, nos projets, ils ont une vision très terre à terre des choses. On doit être médecin, avocat, chirurgien, et être entrepreneur n'est pas toujours une vocation qui est comprise par nos parents, qui n'ont pas été dans cette dynamique eux-mêmes d'être chef d'entreprise. Donc c'est à nous de prendre les choses en main, c'est à nous de ne pas lâcher, et c'est surtout à nous de prouver à nos parents et à notre entourage et à notre famille qu'on est dans la continuité et qu'on tient, et qu'on essaie de pérenniser nos projets et qu'on va y arriver et qu'on va en générer une économie, parce qu'au final c'est ce qui intéresse ma famille. Oui, bon, tu vis de quoi? Qu'est-ce que ça t'a rapporté ce mois-ci, cette année? Alors je dirais c'est le manque de prise en charge des Sénégalais eux-mêmes des problématiques du pays. Moi, je parlerai principalement de tout ce qui touche à l'hygiène et la propreté. Je ne dis pas que le Sénégal est une grande poubelle géante, mais je dirais qu'on peut faire mieux en matière de salubrité et d'hygiène et toutes les questions sanitaires. On a encore énormément de progrès à faire. On a la compétence, on a l'intelligence, on a les moyens, on peut encore faire fonctionner nos neurones pour faire des organisations, je ne sais pas moi, locales ou par quartier, pour organiser ce système, même si c'est la responsabilité du gouvernement. Mais on pourrait déjà lancer des initiatives, et au Kenya ou au Rwanda, ça fonctionne très bien. Et ce genre de modèle-là pourrait interpeller le gouvernement sénégalais à mettre des choses en place. Donc j'enjoins réellement la communauté sénégalaise à prendre ces questions de salubrité, ces questions de sanitaire et d'hygiène publique, à les prendre très sérieusement, parce que c'est la visibilité du pays aussi à l'extérieur pour les touristes et les gens qui viennent nous visiter. Alors je dirais que je plais le plus en Europe, mais que je tends à plaire en Afrique. En Europe, pourquoi? Parce que, bien évidemment, je suis née en France, je n'ai pas l'accent sénégalais, donc je dirais que je suis un produit, entre guillemets, lisse, un produit qui plaît d'un point de vue institutionnel, au niveau médiatique ou de par des partenaires. Au niveau du Sénégal, je dirais que je serais plutôt un produit rejeté, mais qui tend à plaire, parce que j'essaie de me rapprocher justement du Sénégal, et dans cet effort de rapprochement, les gens ils voient quand même des choses positives. Donc voilà, je tends à plaire aux Sénégalais de plus en plus, et tant mieux, parce que c'est l'objectif, de me rapprocher vers le continent. En Casamance, je me retirerai dans le sud du Sénégal, où la majorité des Sénégalais, c'est de notoriété publique, beaucoup de Sénégalais ne sont jamais allés en Casamance, qui est quand même une des plus grandes parties du Sénégal. Donc oui, je me reposerai là, parce que c'est encore sauvage, on a encore la nature, on a encore ce côté très verdoyant, c'est le grenier du Sénégal. On a l'agriculture, on a les animaux, donc oui, ce serait un dénuement total où j'irais me laver de plein de choses. Des regrets, non. J'ai pas de regrets. J'essaie de tirer des leçons des erreurs que j'ai pu commettre dans le passé, par le passé. Oui. Tirer des leçons, mais pas des regrets. On apprend toujours des mauvaises expériences. Pas de regrets, mais de mauvaises expériences. Donc ça reste une expérience.
Oui, alors la revanche que j'ai à prendre actuellement, c'est que, entre guillemets, mes détracteurs, même si j'en ai pas tant que ça, puissent devenir mes alliés dans le futur. En combien de mots? Sincère, c'est le mot. Par contre, j'ajouterais que je ne suis pas naïve. Je suis sincère, gentille, honnête. Je le dis. Mais si on m'attaque, je sais me défendre. Alors, parcours scolaire, j'ai commencé par des études de droit à l'université Paris 13 puis Paris 8, avec un cursus en droit notarial, parce que j'avais de la famille. Vous savez que pour être notaire, c'est un héritage qui se transmet de père en fils. Donc j'ai laissé les études notariales et ensuite j'ai fait mes études à Rouen dans une école de commerce. Ça s'appelle l'IRTD. Et donc ça m'a permis de travailler toutes les techniques documentaires, tout ce qui a trait à la communication d'entreprise, à la gestion électronique de documents. Donc j'ai une expertise qui est assez particulière, je dirais une expertise qui est très pointue. C'est ce qu'on appelle la gestion de relations clients, du Customer Relationship Management. Mais pour dire simplement, c'est de permettre ça me sert encore beaucoup aujourd'hui, c'est de permettre de gérer des bases de données avec des datas sur des clients et de pouvoir faire du profiling sur une personne de par son sexe, ses origines, ses habitudes de consommation. Donc c'est purement du marketing et ça permet aussi d'anticiper les besoins. Un exemple tout simple, quand dans un couple ou une famille, on voit que le papa, le chef de famille achète une plus grande voiture ou que maman va commencer à acheter des vêtements qui sont un peu plus larges, des vêtements de grossesse ou va acheter un biberon ou un landau. Donc on peut supposer qu'il y a l'arrivée d'un nouveau membre, d'un nouveau-né dans la famille. On ne sait pas encore si c'est un nouveau-né direct ou indirect, mais par des prédispositions comme celle-ci, on sait anticiper le besoin et faire du marketing ciblé vers ce type de personnes. Oui, j'ai été déléguée de classe plusieurs fois et j'ai été aussi présidente de cercle d'étudiants aussi. Alors ce soir, déjà on avait rendez-vous aujourd'hui. Ensuite, une ambiance un petit peu salsacero latino à Montparnasse avec un ami danseur que j'ai pas vu de longue date parce que je faisais de la danse avant, que j'ai pas vu depuis 15-20 ans. Donc voilà, ça c'est le projet ce soir, donc ambiance latino. Pour l'année 2015, des concours de Miss, hein. J'en fais beaucoup, j'y participe en tant que membre de comité ou organisatrice. Donc il y aura des événements de Miss de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Il y aura un concours aussi masculin parce que c'est toujours les filles et les femmes, mes amies, sont demandeuses de concours masculins, donc je vais mettre quelque chose en place. Et aussi avec une chaîne de télévision où j'ai reçu un pré-accord d'une émission de télévision en Belgique. Donc toujours l'expansion de mon agence de communication qui va faire de plus en plus de productions, celle que je fais actuellement, mais des coproductions et aussi de plus en plus, de par mon expérience aussi, accompagner des porteurs de projets. Donc je vais essayer, pas dans les 10 années à venir, mais de sélectionner des projets qui sont innovants et je voudrais être aussi moi, porteuse d'économie, c'est-à-dire subventionner d'autres projets, subventionner d'autres startups par des bénéfices que j'aurais pu réaliser ou par des subventions ou par des recettes ou par des mécènes, subventionner d'autres projets. Donc du coup, on rentre dans une boucle où je vais pouvoir permettre aussi d'autres porteurs de projets de pouvoir
s'agrandir et pouvoir pérenniser eux aussi leurs projets. Pour moi, je pense que c'est primordial que je soutienne de plus en plus d'autres projets et c'est ce que j'ai commencé à faire. Maintenant, tous les mois, je subventionne, je soutiens une association par mois en fonction de mon budget, de mes capacités. Je subventionne une association financièrement dans le cadre d'une action très précise. Donc voilà, j'ai sélectionné le comité Miss Africa Belgium qui organise un concours. Donc voilà, donc je vais les subventionner. C'est pas beaucoup, mais c'est un effort que j'essaie de faire et je vais essayer de m'atteler à le faire régulièrement chaque mois en prenant une association différente et ça me permettra aussi d'élargir mon réseau. Parce que c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. J'aime communiquer, j'aime créer et j'aime fédérer. Souvent, mes amis ou mes contacts disent que je suis une femme de lien. Je n'ai pas la volonté ou la vocation de garder mes contacts pour moi. J'aime ouvrir, mais dans un réseau de confiance. C'est-à-dire que la confiance met du temps à s'établir avec mes différents partenaires et je suis prête à ouvrir ce réseau à des personnes, à d'autres partenaires de confiance. Mais alors là, il y a tout un travail où on va devoir se jauger, on va devoir travailler ensemble, on va devoir voir les points faibles, les points forts, le sérieux des gens avant de pouvoir, oui, ouvrir vers mes contacts et mutualiser. C'est vraiment le maître mot. Le mot de la fin? Merci. Merci Grégory Proch de Gris-Gris International. C'est un journal que je suis depuis longtemps à vocation géopolitique. Donc je ne sais pas si je fais si je fais de la politique là actuellement, peut-être bien, je ne sais pas. C'est une question à se poser. Mais donc voilà, merci à ce journal indépendant, au projet que vous portez. Et j'espère vous avoir comme partenaire dans un futur proche pour différents projets en Belgique, dans le Benelux, à Paris, un peu partout. Donc merci du temps accordé.